Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer les principaux titres de ce journal. Les élèves de l'Institut national de sciences et de gestion en grève depuis ce matin pour cause le report des dates de soutenance qui dure depuis 2 ans. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La liberté de la presse comme moteur de droits de l'homme, c'est le thème retenu cette année, vous le verrez dans ce journal. Et puis au Soudan, l'Union africaine se prononce sur la crise qui frappe ce pays. Elle appelle à l'assistance de la communauté internationale. Nous ouvrons cette édition d'information en Front Social avec le mouvement d'humeur déclenché ce matin par les élèves de l'Institut national de sciences et de gestion pour cause le report de date de soutenance qui dure déjà depuis 2 ans de précision dans ce reportage signé de Maya Meza. Selon ces jeunes qui sont l'avenir de demain, ils réclament simplement et purement ce qui leur revient de droit. Près de 2 ans sans soutenance. Quelqu'un qui a commencé le master en 2019-2020, qui est prêt à soutenir en 2021, mais ne soutient toujours pas en 2023. Qu'est-ce qui provoque ça? Pourquoi les autres établissements s'en sortent? L'Institut le plus grand, regardez, vous pouvez voir la barrière à la fin de l'Institut. Ce n'est pas le plus grand établissement, je ne comprends pas. L'UOB, près de 30 000 étudiants inscrits, 20 000 apprenants. Il y a encore des étudiants en soutenance maintenant. Pourquoi? Quels sont les mots qui mis l'institution au point où nous serons désormais à la queue des établissements de gestion? Parce que je pense que c'est le cas actuellement. Parce qu'un établissement de gestion est catalogué en fonction de ses produits. L'Institut ne sort plus personne depuis 1 an et demi. C'est un fait. Où les gens vont être en entreprise pendant 1 an et demi en instance. Instance, ce n'est pas un diplôme. C'est pas un diplôme. Beaucoup ont raté des opportunités. Rappelons qu'un préavis de grève avait été déposé jeudi de la semaine écoulée auprès de la direction de cet établissement d'enseignement supérieur. Hier, nous avons été appelés par le secrétariat général à 10 h pour être reçus hier à 12 h. C'est impossible, nous avons des occupations et nous avons un plan d'action. Notre plan d'action était de commencer ici. On va pénaliser, on va tout simplement paralyser les activités économiques. On a commencé à sortir les élèves de classe avec leur consentement, sans employer la force. On n'a rien cassé, on n'a rien brûlé. On n'a violenté personne. Donc tout ce qu'on veut, on revendique, on ne quémande pas. Quand on dit, on s'inscrit en master, c'est 60 000. En licence, c'est 30 000. C'est 35 000. Mon Dieu, à un moment donné. Et quand un élève dépasse la date des inscriptions, il est frappé des pénalités. 30, 40 000. Ok, d'accord. Demandez-vous pourquoi les étudiants sont là. Qui est censé représenter les intérêts des étudiants dans un établissement? C'est qui? C'est la mutuelle. Mais la mutuelle n'est plus à même parce que la mutuelle, une mutuelle qui fait 5 ans, c'est ce que l'UOB a fustigé avec la direction de Maca. Non, on ne veut plus. Une mutuelle qui est reconduite au bout de 2 ans pour directeur général n'a aucune légitimité. C'est comme si le président nommait les députés. Ça n'a pas de sens. Une situation qui vient une fois de plus paralyser le cursus scolaire de ces jeunes qui sont dans l'inquiétude à quelques échéances des élections dans le pays. Les élections, c'est août. On sait tous que quand fin juillet va arriver, tout sera paralysé. Donc, on ne veut plus. On n'a pas de cahier de charge. La seule mention dans le cahier de charge, c'est organisation du stand du Sénat. S'il n'y a pas ça, on continue le mouvement des grèves. On ne casse rien, on paralyse juste les activités académiques. Merci. On veut les choses au plus tôt, même si c'est samedi avant le 8, on soutient. Même dimanche. Faut-il le rappeler, ce mouvement de grève des jeunes se veut pacifique et responsable, car il n'a que pour seul leitmotiv la réussite de l'élite gabonaise. Ok, merci monsieur. Assemblée générale hier à l'USAP de la coalition des retraités de la CNSS. L'objectif de la rencontre syndicale lançait l'ultimatum au gouvernement quant à l'urgence de trouver des solutions idoines à la situation précaire que vivent les retraités du Gabon. Alexandre Mbando nous en dit plus. Vous nous demandez, la boulanger. Le gouvernement Alain Club, il est visé à 2 jours pour régler la situation des retraités gabonais. Ainsi peut-on résumer l'Assemblée générale de la coalition pour la lutte des droits des personnes mises en retraite au Gabon. Pour ces hommes et femmes qui ont servi l'État, il est temps qu'ils jouissent de leurs droits. Nous avons engagé un travail. La question de la démarche des pensions retraite a tellement duré. C'est depuis 2015 que nous avons engagé le nouveau système de rémunération qui devait se conclure dans la démarche des pensions retraite et en tenir compte de la revalorisation de ceux qui sont allés à la retraite avant 2015. Parce qu'il est question
que quand on est admis à la retraite, qu'on ne puisse pas mendier. Celui qui a travaillé ne doit pas mendier. Et l'équilibre que nous voulons donner à cela, c'est qu'aujourd'hui, il faut animer ces pensions de telle sorte que les retraités aient le niveau de pension réel. Dites-vous bien que les retraités aujourd'hui sont, n'est-ce pas, payés à l'attente provisoire d'allocation. Et quand on regarde ce qui leur est versé, c'est vraiment dérisoire. Et ça ne peut pas leur donner même une espérance de vie. Au cas où le gouvernement de la République ferait dans la sourde oreille, les retraités et tous ceux qui les soutiennent n'hésiteraient pas à prendre leurs responsabilités. Que si jamais ce que les retraités attendent, ce que les actifs attendent, si ce n'est pas réglé, nous allons verser dans l'inutile, à savoir la crise sociale. Et nous avons dit que d'ici vendredi, si la plénière ne se tient pas, d'autres mesures vont se prendre et quelles mesures rentrent dans la tactique et la stratégie syndicale que le gouvernement connaît bien et nous y connaissons aussi. Faut-il le rappeler, les textes applicables aujourd'hui sur les retraités datent de 1960. Or, depuis, il y a eu des évolutions car le niveau de vie a augmenté. Également, au cours de cette assemblée générale, les syndicalistes ont tenu à attirer l'attention des dirigeants sur la nécessité de recruter, car on ne saurait parler de pension retraite s'il n'y a personne pour cotiser. Les propos recueillis par Alexandre Mbamdo que nous écoutons. Recrutement, l'activité et la retraite. Parce que nous sommes dans un système de régime de pension par répartition, qui veut dire que ce sont les actifs qui cotisent pour financer les pensions des retraités. Et ceci fait un cycle. Lequel cycle veut que si ce sont les actifs qui cotisent pour les retraités, il faut que les actifs rentrent tous les jours, sortent tous les jours et qu'il n'y ait à aucun moment l'interruption de la chaîne. S'il n'y a pas de recrutement, on n'aura pas les actifs qui vont financer les pensions. Et s'il n'y a pas des actifs, les retraités qui y vont n'auront pas de pension. Et on ne peut pas s'éterniser en activité sans que l'on aille à la retraite. Donc ce cycle est interlié et ce cycle veut que, n'est-ce pas, le gouvernement prête une attention particulière à ce qu'à aucun moment on ne puisse connaître une interruption. C'est pour cette raison, quand on parle de pension retraite, vous comprenez que nous interpellons en même temps les actifs, nous interpellons ceux qui viennent en recrutement. Parce que si jamais les actifs ne portent pas une attention particulière à la question de la retraite, mais nous devons faire nos pensions aujourd'hui. Parce que c'est nous qui sommes, n'est-ce pas, les sponsors de ces pensions. Donc c'est une question interdépendante qui est liée. Et nous voulons en même temps enclencher en disant au gouvernement, nous ne devons pas évoluer avec un déplacement de problèmes. Nous devons les régler. Si un gouvernement s'hasarde à déplacer les problèmes, mais les problèmes vont s'accumuler jusqu'à ne plus avoir la possibilité de les régler. Nous poursuivons cette édition d'information en société. On ne le dira jamais assez. Il faut un marché digne de ce nom à la capitale gabonaise. Les commerçants, l'hostilité entre les commerçants et agents municipaux est la résultante du manque de cette infrastructure socio-économique, le constat de Lorraine Biengue. Comment faire pour trouver un espace approprié pour les commerçants de Montbouette? Cette question prend tout son sens au regard de la loi de l'Omerta qui prévoit autour de cette problématique. Pour les commerçants, cette situation a une origine. Avant qu'on arrive ici, on était d'abord dans le grand marché. Quand vous allez entendre que le marché de Montbouette s'est brûlé, ça ne se brûle pas que ce soit les incendies. C'est ces Libanais-là qui brûlent plutôt. Une fois que le marché est brûlé, vous allez voir dans quelques jours, les murs montent. C'est-à-dire qu'ils ont déjà acheté. Et nous maintenant, comme on était là-bas, on nous a envoyés ici. Là où vous voyez la barrière là. Dans le marché, à l'époque de Mbabosso, c'est Mbabosso maintenant qui nous envoie ici et il nous avait mis 2 hangars. Maintenant les 2 hangars, quand on doute même on est venu comme maire, on doute même on a cassé les 2 hangars, soi-disant pour l'opération libérer le trottoir comme d'habitude. Or sans savoir que le Libanais avait déjà acheté. Pour les commerçants de Montbouette, ce triste sort auquel ils font face trouve son explication dans le manque de patriotisme de certains Gabonais. C'est ce que nous vivons, l'injustice. L'injustice, nous voyons là seulement en Guinée équatoriale, au Cameroun, là où les petits métiers sont gérés par les nationaux, mais au Gabon, ce n'est pas ça. Tous les petits métiers, au contraire, c'est géré par les expatriés. C'est vraiment regrettable, ma fille, c'est regrettable.
Nous déplorons. Où va le Gabon? Gabon d'abord n'existe plus. Où est Gabon d'abord? Pour que cette situation prenne fin, les commerçants sont disposés à travailler avec les autorités. Et le syndicat des débrouillards s'engage à aider le gouvernement à mieux structurer ce secteur d'activité-là. Vous-même, vous voyez le désordre qui est au charbonnage. Nous pouvons mieux faire les choses. Nous voulons que ce secteur d'activité soit formalisé, qu'il soit reconnu par l'État. Au moment où on assiste à un bras de fer entre l'hôtel de ville et les commerçants, qu'en est-il du projet du marché du Grand Libreville qui avait pour vocation non seulement de permettre aux commerçants de mener leurs activités en toute aisance, mais aussi de contenir un maximum d'opérateurs économiques? Sur un tout autre plan, à présent, la communauté internationale a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « La liberté de la presse comme moteur de tous les droits de l'homme ». L'événement a été célébré avec faste au ministère de la Communication au niveau du Gabon, entouré de tous les grands hommes de médias qui ont marqué l'histoire du journalisme de la presse au Gabon. Des précisions dans ce reportage de Dorcelia Pendi. La rencontre organisée par le ministère de la Tutelle à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse a permis de revenir sur l'histoire et les dates marquantes et qui fondent cette journée. La déclaration de Windhoek fit écho et fut entendue. Aussi l'UNESCO institua-t-elle le 3 mai comme la date de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Puis l'Assemblée générale des Nations Unies proclama finalement en 1992 le 3 mai comme la date consacrée pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ou simplement de la Journée mondiale de la presse, marquant ainsi l'anniversaire de la déclaration de Windhoek. Occasion également pour le ministère de décliner ses engagements envers tous les médias sans distinction. C'est pourquoi le ministère de la Communication met tout en œuvre pour promouvoir l'expression libre, encadrer la liberté et la sécurité des journalistes et promouvoir le pluralisme et l'épanouissement des médias sans distinction. Mais encore d'appeler à la responsabilité de chacun à l'approche de la période électorale. Cette journée nous donne l'occasion de nous accorder sur l'essentiel de revenir à l'éthique et à la déontologie des métiers que nous avons librement choisis. Avec la présence de 3 panélistes, ce moment s'est soldé par une séance de questions-réponses dans laquelle il a été question d'évoquer les conditions actuelles du journaliste et les questions de formation dans le domaine. La liberté de la presse, toujours d'actualité au Gabon. De nombreux journalistes réclament plus de liberté pour exercer leur profession en ces jours qui marquent la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette liberté est-elle pratiquée au Gabon? De réponse dans ce reportage signé Chimène. La liberté de la presse est-elle une réalité, un mythe ou une utopie au Gabon? Pour répondre à cette interrogation sensible, l'équipe reporter de TV+ a tendu le micro à quelques journalistes. La presse est libre en République gabonaise parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs journaux qui sont bel et bien présents. Au temps du parti unique, par exemple, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, on voit bien que la presse gabonaise est libre. La liberté de la presse est une notion relative. C'est comme la beauté. Elle se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Au Gabon, il y a une certaine liberté de la presse. Il n'y a qu'à voir les titres de certains journaux. Dans l'exercice quotidien de leur profession, les difficultés auxquelles les journalistes font face sont nombreuses, dont la principale reste les personnes ressources. Malgré le fait que je sois dans un média public, il y a quand même une petite difficulté au niveau des sources d'information. Il arrive effectivement que lorsqu'il y a des dossiers, certains dossiers sensibles, il est difficile d'avoir accès à des sources d'information. Lorsque certains organisateurs d'événements convient la presse et que, en tant que journaliste de la presse privée, vous n'êtes pas convié, vous voyez, il y a une certaine discrimination, la tendance à toujours mettre la presse publique en haut alors que nous faisons tous le même travail. Dressons l'état des lieux de la liberté de la presse
Reporters sans frontières classe cette année le Gabon à la 94e place mondiale, alors qu'en 2022, le pays occupait la 105e place. La liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé dans tous les pays, sans exception. Alerte sur la pratique du journalisme au Gabon, c'est l'ouvrage commis par Meksan Georges Tuntumdon, communicateur. Il a présenté cet ouvrage devant les hommes des médias et plusieurs participants. Le contenu de cette œuvre avec Chimène. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse en République gabonaise cette année a été également marquée par la sortie officielle du livre « Alerte sur le journalisme au Gabon ». C'est dans cette vision que Meksan Georges Tuntumdong s'est aligné en présentant aux hommes et femmes des médias son ouvrage. Est le résultat d'une enquête que j'ai menée durant 2 ans. Et cette enquête révèle qu'au Gabon, le journalisme est victime de plusieurs influences. Mais la première influence, la plus forte, la principale influence, c'est le traitement salarial du journaliste. Les journalistes au Gabon, pour la plupart, perçoivent un salaire dérisoire. Un petit salaire qui ne leur permet pas de s'épanouir comme il faut. Face à cette difficulté pécuniaire, l'auteur a émis 12 pistes de solutions, entre autres la révision du Code du travail. Je propose de revoir le Code de la communication, parce que le Code de la communication interdit aux journalistes de toucher aux rétributions informelles, mais ce même Code ne garantit pas le salaire du journaliste. Donc il faut garantir, il faut protéger le journaliste en lui donnant un minimum. Donc le Code de la communication devrait par exemple donner 500 000 francs à un journaliste. C'est possible dans notre pays. Meksan Georges Tuntumdong ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour la défense des droits du journaliste. Activité présidentielle à présent, tournée républicaine du chef de l'État dans l'estuaire. Kango, première étape de ce périple, a connu un bel engouement ce matin. Le président de la République a eu un entretien fructueux avec les populations locales. Objectif, accélérer le processus de transformation de cette contrée de la province de l'estuaire. Bienvenue, micro de la presse présidentielle. Dans sa plus belle robe, la ville de Kango particulièrement calme ce jour accueille le président de la République. Aujourd'hui, les eaux du Komo-Kango qui l'arrosent au quotidien dissimulent à peine la vague d'enthousiasme née de cet événement unique pour les populations locales. C'est moi, sa mère de Kango. Je suis contente que mon fils est là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Vraiment, la joie nous dépasse. Parce que ça fait très longtemps qu'on veut le voir aujourd'hui. C'est une grâce pour nous. Nous sommes tellement contents à Kango que le président est toujours avec nous. L'arrivée du président de la République ici pour la première étape de sa tournée républicaine dans l'estuaire a toutes les allures d'une fête populaire. D'abord, je remercie le président. Il est venu voir la réalité des choses à Kango. Je veux seulement que tout ce que j'ai demandé, que cela se réalise. Une fois le président nous donne ce que nous voulons, c'est fini. Dans le vif du sujet de cette étape, le président de la République a eu des entretiens directs et fructueux avec les populations. La formation et l'emploi des jeunes, l'autonomisation de la femme, la promotion des cadres du département du Komo-Kango et la réhabilitation des infrastructures routières. Il a été fait mention du problème des voiries. Il y a un programme qui est en cours et je crois que le vénérable Océlien donc le sait, les députés ici le savent. Le ministre en charge de ce dossier est en train de travailler pour un programme national et les voiries de l'estuaire sont prises en compte dans le cadre de ce programme-là. On a commencé avec les voiries du Grand Libreville progressivement et l'accent a été mis au niveau de Kango sur la nationale parce que c'est devenu difficile. C'était très difficile maintenant d'arriver à Kango. Aujourd'hui, on peut à nouveau faire 1 heure à peu près, 1h15 minutes, alors que c'est maintenant 3 heures pour arriver à Kango. Cet effort qui a été fait au niveau de la nationale va se poursuivre sur les départementales également, où on mettra ici une unité de travaux publics pour réhabiliter les routes départementales. Tout ceci a été décidé par le chef d'État et sera mis en œuvre progressivement par le gouvernement. Au plus près, au contact des populations de Kango, le président de la République est donc venu ici s'imprégner des difficultés du quotidien dans cette localité pour des solutions concrètes. Le Premier ministre nous a répondu, on a écouté,
On va tenir compte de ce que vous avez dit. Nous allons ensemble connaître encore des moments heureux. Voilà ce que je suis venu vous dire. Ensemble, nous allons le faire. C'est un leader encore plus fort, plus engagé, plus déterminé dans la conduite des affaires du pays, qui est arrivé ici avec la ferme conviction d'accélérer encore l'œuvre de transformation de Kango et de toute la contrée pour la prospérité des populations locales et les générations futures. Nous restons à Kango pour parler de la dernière étape de la tournée républicaine du chef de l'État dans le Komo Manda, où le président est allé au contact de jeunes et de notables de la ville de Ntoum afin d'échanger avec eux sur les questions qui les préoccupent. Arline Dila de la presse présidentielle nous en dit un peu plus. La place de l'indépendance a été le point de mobilisation des élèves, jeunes et vieux de Ntoum. Tous ont répondu présents afin de réserver au chef de l'État un accueil des plus chaleureux. Sous le regard admiratif du président de la République, les élèves ont offert une belle prestation artistique à l'assistance. Prenant la parole, le représentant des jeunes de la localité a, au nom de la jeunesse, formulé le vœu de voir pérenniser l'œuvre entamée depuis 2009. La salle polyvalente de Ntoum a servi de cadre aux discussions entre le chef de l'État et les notables de la localité. Dans une ambiance conviviale, les échanges ont permis d'aborder les réalités que vivent les populations au quotidien. Monsieur le Président de la République, cette marque d'attention dont bénéficie notre localité depuis votre ascension à la magistrature suprême ne peut nous laisser indifférents. C'est pourquoi nous nous mettons résolument derrière vous pour que la transformation d'Ntoum s'accélère. Ali Bongo Ondimba, qui prône le changement conformément au plan d'accélération de la transformation, n'a pas manqué de revenir sur sa vision de développement lors de son adresse. Il faudra que nous regardions le développement de Libreville, d'Akanda, d'Ovendo et de Ntoum. Ensemble, nous allons travailler, tous ensemble. Satisfait d'avoir échangé à cœur ouvert avec ses compatriotes, c'est le cœur plein de bonheur que le chef de l'État a quitté la commune de Ntoum. L'actualité en bref, en présent, sans grande surprise, étant le seul candidat en lice de la Banque mondiale, a annoncé aujourd'hui dans un communiqué l'institution à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration, candidat des États-Unis, dirigeant des entreprises. L'homme de 63 ans, l'américano-indien, a assuré à plusieurs reprises vouloir donner la priorité durant son mandat au financement de la lutte contre le réchauffement climatique et à la réforme de la Banque mondiale. Il devrait prendre ses fonctions pour un mandat de 5 ans le 2 juin prochain. Au Soudan, à présent, à Khartoum et dans d'autres villes soudanaises, les belligérants, la guerre se poursuit entre l'armée régulière et celle de paramilitaires. L'Union africaine a appelé les pays voisins du Soudan ainsi que la communauté internationale à porter assistance aux victimes fuyant les violences dans le pays. De précision avec Ralph Lenyongo. C'est par le truchement d'un communiqué que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a affirmé qu'il suit avec préoccupation la situation de civils piégés par le conflit meurtrier au Soudan. Il a renouvelé l'appel aux pays voisins du Soudan, aux agences régionales et mondiales compétentes pour faciliter le transit et la sécurité des civils traversant leurs frontières sans entrave. Face aux multiples réactions à la situation soudanaise par plusieurs personnalités et organisations dans le monde, Faki Mahamat a appelé à éviter une action dispersée. Notre priorité aujourd'hui est de faire respecter et prolonger le cessez-le-feu. Ensuite, assurer l'assistance humanitaire. Vous le savez certainement, la situation est chaotique. Le système sanitaire est complètement à terre, il manque de l'eau, il manque de l'électricité. Aussi, le Soudan du Sud, médiateur traditionnel au Soudan, a annoncé avoir obtenu un accord de principe du chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et de son second, Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des paramilitaires des forces de soutien rapide qui se disputent le pouvoir depuis le 15 avril.
Nous allons clôturer cette édition d'information avec une brève en sport. Le joueur de Sixers de Philadelphie, Joel Embiid, élu hier deuxième africain de l'histoire, désigné MVP, Most Valuable Player, équivalent de meilleur joueur de l'année de la saison régulière, 29 ans après une de ses idoles, le Nigérien Hakeem Olajuwon. Cette consécration du basketteur camerounais au profil atypique symbolise la domination des basketteurs étrangers en NBA. Et voilà qui referme cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20 h. Bonne suite de programmes sur TV+. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir.